voler avec les oies. Ensuite, nous ferons une balade à flanc de volcan. Toutes les montagnes que vous voyez autour de moi sont issues d'un seul et même volcan. Et ce volcan, c'est le plus vaste d'Europe. Pas besoin d'aller très loin pour le trouver. Je suis tout simplement au centre de la France, dans le département du Cantal. Chronique d'en haut dans le Cantal, c'est samedi à 16h20 sur France 3. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons football avec la belle victoire hier soir d'Évian Thonon Gaillard face au Mans. Les Hauts-Savoyards semblent filer allègrement vers la Ligue 1. Et puis nous partirons sur les traces de Stéphane Etienne. Ce père de famille qui vit en Isère vient d'effectuer un périple de 25 000 km en moto à travers le monde. Le but, collecter des fonds contre l'insuffisance rénale. La Ligue 1 semble leur tendre les bras. Les footballeurs d'Évian Thonon Gaillard n'ont pas failli à leur mission hier soir. Ils se sont imposés brillamment 3-0 face au Mans et ils semblent donc filer allègrement vers la Ligue 1. Le résumé de la rencontre, Patrick Pinto. Incontestablement, les hommes de Bernard Casoni ont fait régner leur loi sur la pelouse du Parc des Sports d'Annecy. Pourtant, au premier quart d'heure, les deux équipes font jeu égal et se partagent presque équitablement la possession du ballon. Mais finalement, les Hauts-Savoyards vont se procurer les meilleures occasions. Première frayeur pour le Mans. Suite à un coup franc de Barbosa, la balle est détournée en catastrophe par Ruffo. Et puis la rencontre perd un peu de son intensité suite à un très long arrêt de jeu pour remplacer un poteau de corner qui sera finalement jugé non réglementaire. Mais il faudra peu de temps aux Roses pour relancer le match. À la 37e minute, Sagbo, servi par Adnan au deuxième poteau, rabat le ballon dans les buts manceaux. 1-0 pour Évian Thonon Gaillard. Ce sera le score à la mi-temps. À la reprise, même scénario, le TG prend possession du terrain et va littéralement assommer le Mans. Il y a d'abord cette touche de Djadjedje. Sagbo prolonge de la tête, Berigo voit sa frappe contrée et c'est finalement Adnan qui marque le second but évianais. Et puis à la 82e minute, le score va encore s'alourdir pour les Sartois. Par ce centre de Thieby prolongé contre son propre but par Louvion. 3-0 pour Évian Thonon Gaillard et 5e match consécutif sans défaite. On avait envie de montrer justement un signe ce soir, on l'a montré. Maintenant, il n'y a rien de fait encore. Il nous reste encore 5 matchs avec un match à Grenoble dans 3 jours. Nous enchaînons 3 matchs encore à une dizaine de jours. Donc, il faut rester concentré, mais je suis surtout content de la régularité de mon équipe. C'est ça qui m'importait le plus ce soir, de rester régulier dans la performance. La Ligue 2 s'est décidément trouvé un solide patron, mais ce patron pourrait peut-être bientôt jouer dans la classe des grands. Oui, ce match Grenoble-Évian Thonon Gaillard aura lieu vendredi à 20h au Stade des Alpes de Grenoble. La sécheresse, on en parle de plus en plus et elle fait de plus en plus peur dans notre région. En Isère, par exemple, la FRAPNA tire la sonnette d'alarme et alerte la préfecture. Selon cette association de défense de la nature, eh bien, le phénomène de sécheresse est aujourd'hui une réalité, notamment dans le Nord Isère où le niveau des rivières a largement baissé. Les précisions, Pauline Allot et Didier Alban. Le chapeau australien vissé sur la tête, Jacques observe la Bourbre avec inquiétude. Cette rivière du Nord-Isère, il la connaît bien et pour cause, ce membre de la FRAPNA est aussi garde-pêche. Sa conclusion est claire et sans appel, selon lui le niveau de l'eau est bien trop bas. On prend les berges qu'on voit sur les bords, on le voit nettement qu'il lui manque 30 cm. Vous voyez ces petits seuils-là en temps normal, l'été, bien sûr, on le voit, c'est pour retenir l'eau un peu l'été, mais à cette saison-ci, on ne les voit pas, ces petits seuils-là. C'est des seuils qui font 30 cm. Elle alimente 91 communes. Elle part de Bursin jusqu'à Chavanoz, sur les bords du Rhône. La FRAPNA réclame aujourd'hui des mesures de restriction d'eau. Sur ce point, la préfecture de l'Isère se prononcera mercredi lors d'un comité vigilance sécheresse. Plusieurs points seront examinés, mais en attendant, les services de l'État sont unanimes. Le département est bel et bien dans une situation critique. Je vous confirme que le niveau de la Bourbre actuellement est inférieur à la moyenne et que, d'une manière générale, dans le département de l'Isère aujourd'hui, nous subissons le déficit pluviométrique des 4 premiers mois de l'année, janvier, février, mars et avril, ce qui conduit à des cours d'eau qui ont des débits plus faibles que d'habitude
Et il y a des nappes d'eau souterraines qui ne se sont pas relevées, comme c'est le cas habituellement à cette période de l'année. Aujourd'hui, 9 départements français sont déjà touchés par des restrictions d'usage de l'eau et environ 58% des réservoirs affichent un niveau inférieur à la normale. Fait divers maintenant avec tout d'abord une prise d'otage hier après-midi à la maison d'arrêt de Vars. Un détenu a profité d'une visite médicale pour menacer le personnel avec une arme blanche. Puis il a pris un gardien en otage. Il a pu être maîtrisé quelques minutes plus tard par d'autres gardiens. Et ce matin, les gardiens ont pris leur service avec une demi-heure de retard pour protester notamment contre leur sous-effectif. Et puis la gendarmerie lance un appel à témoins à la suite de l'accident de la circulation survenu hier sur la commune de Villars-Léger en Savoie. 3 véhicules sont impliqués, une personne a été tuée et une autre grièvement blessée. Si vous avez été témoin de cet accident, vous pouvez contacter la gendarmerie au numéro qui s'affiche sur votre écran. Les habitants de Saint-Joire-en-Faucigny ont pu regagner leur domicile le week-end dernier. Ils avaient été évacués à la suite d'un éboulement de la falaise qui surplombe le village il y a 3 semaines. On saura ce soir quand la route entre Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Joire-en-Faucigny et Mieuxy pourra être réouverte. La foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc a débuté vendredi dernier à La Roche-sur-Foron. 550 exposants sont présents et plus de 200 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 9 mai. C'est la 6e plus grande foire de France et vous allez le voir, elle se porte très bien. Reportage Elsa Cadier et Antoine Marnas. Marine ? Non, c'est Pénélope. 86 ans et pas une ride. La vieille dame de La Roche-sur-Foron a gardé son sourire, tout comme les organisateurs qui ont senti passer la crise l'année dernière. Qui n'a pas senti la crise économique ? L'année passée, c'est sûr que les budgets sont un petit peu fermés, mais on a une chance, c'est que à la foire, même en période de crise, si vous ne sortez pas, vous ne faites pas de commerce. Donc l'année passée, c'est vrai que l'année la plus dure de la crise, les gens étaient présents. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines... La voilure a un peu été réduite, mais on s'aperçoit aujourd'hui que les voitures sont là, 2000 m². Ça ne s'est pas vu depuis au moins une dizaine d'années. Ici, on vient prendre des renseignements, mais on traque encore les bonnes affaires. C'en est même une tradition. Financièrement, c'est intéressant ? Aujourd'hui, oui. On était parti sur un autre modèle une autre couleur, et là, le vendeur nous a convaincus. C'est-à-dire ? Il nous a fait un bon prix foire. L'histoire ne dit pas combien ce Rochois a obtenu de ristournes. Une chose est sûre, les 537 exposants réalisent ici une bonne partie de leur chiffre d'affaires annuel. Alors oui, on vend et on achète toujours à la foire de La Roche. À votre santé, hein. À votre santé. Ces viticulteurs alsaciens, par exemple, font ici un tiers de leur vente annuelle, et ce, depuis un quart de siècle. On sait d'ores et déjà que certains marchands de vérandas ou de piscines font quasiment un tiers de leur chiffre d'affaires sur la foire, qui représente pour certains, ça dépasse le million d'euros sur la manifestation. La foire internationale de La Roche-sur-Foron, c'est jusqu'au 9 mai. Il est midi et 8 minutes. On va ouvrir la deuxième partie de ce journal avec notre invité Stéphane Etienne. Bonjour. Vous êtes venu nous voir parce que vous avez effectué un périple à travers le monde, 4 continents, au guidon de votre moto. On voit les images à l'instant. 25 000 kilomètres pour un but très précis. Expliquez-nous un petit peu ce qui a motivé ce très grand voyage en moto. Oui, alors Bernard, le 4 avril 2009, mon fils, notre premier enfant, de ma femme et moi-même, Ilan, est né avec une insuffisance rénale. Au départ, nous n'avions pas vraiment grande idée de ce que représente cette maladie, ce que représentent ces mots-là, l'insuffisance rénale. Mais c'est une maladie qui touche quand même plus de 3 millions de personnes en France, 1 personne sur 7 au monde, et plus de 500 millions de personnes au travers de tous les pays. On a été très choqués, on ne savait pas trop vraiment comment réagir les premières semaines. Et puis au fil du temps, j'ai décidé de me donner corps et âme dans une cause humanitaire et médicale, en partant dans un périple pour lier le pays où je vis actuellement, l'Australie, et la France, mon pays d'origine. Alors vous avez vraiment voulu alerter, sensibiliser autour de cette insuffisance rénale ?
Tout à fait. La véritable manière à ce jour pour enrayer cette maladie, ce sont des campagnes de prévention. C'est une maladie qui généralement touche des personnes vers un âge qui oscille entre 30 et 45 ans, dû à une qualité de vie. Donc ça, c'est la raison première. Mais il y a aussi des maladies qui sont dites orphelines, qui touchent des nouveau-nés. Je me suis lancé dans un périple qui permet de montrer sur tout niveau, c'est-à-dire de la naissance à l'âge adulte, ce qu'est cette maladie et comment on la vit en tant que patient. Alors comment ça s'est passé, Stéphane, concrètement? Vous êtes parti, vous avez dû faire, j'imagine, des rencontres absolument incroyables pour justement aller au contact des gens et leur expliquer ce que c'est que cette insuffisance rénale? Complètement. Quand on se lance dans le projet de faire 4 continents à moto, il faut être prêt à rencontrer beaucoup de monde. J'ai eu la chance durant ce périple d'avoir vraiment ce que j'appelle une chaîne humanitaire, des gens qu'elles vivent dans des villages reclus du fin fond de l'Australie à arriver sur Paris, sur les Champs-Élysées. On a eu un soutien monumental de personnalités et de personnes locales. Alors justement, Stéphane, c'est une très très belle aventure humaine, on le comprend à travers vos propos, et vous avez notamment rencontré le Dalai Lama. On va regarder un petit extrait, quelques secondes, on parlera ensuite du film qui a été réalisé autour de cette grande aventure, mais tout de suite on en regarde un extrait. Bonjour Sainteté, je m'appelle Stéphane, je suis australien. Si j'avais su que vous alliez vous balader, j'aurais pris ma moto et je vous aurais emmené. How are you? How are you, Paul? This is Paul. Hi, Your Holiness. Vous êtes venus ensemble. Mon fils est né avec de très gros problèmes rénaux. Ses reins ne fonctionnent pas du tout. Voilà Stéphane, vous avez rencontré, on l'a vu, le Dalai Lama. Vous avez réussi à le sensibiliser, à lui expliquer justement ce problème de l'insuffisance rénale? Alors j'étais très surpris parce que c'est une personne qui est extrêmement abordable. Il est très ouvert et je ne lui ai posé qu'une seule question. Et cette question était si vous aviez, votre sainteté, un message à faire passer aux parents d'enfants malades, quel serait ce message? Et sa réponse a tenu sur 25 minutes. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui est très touché par différents types de maladies. Il est surtout encore plus touché par des actions entreprises par des individus pour aider des causes humanitaires. C'est vrai que cette notion de prévention que vous véhiculez, beaucoup de gens ont adhéré et vous ont permis justement de diffuser ce message. J'imagine que c'est très très encourageant pour vous, qui êtes, on le redit, le papa d'un enfant qui souffre. Tout à fait. Dans chacun des pays visités, nous avons eu l'incroyable chance de soit avoir un soutien au niveau gouvernemental ou alors de personnalités telles que le Dalai Lama, ou même en France, nous avons Richard Berry qui est devenu le narrateur de ma série télévisée World Riders, parce que au final on se rend compte que dès qu'on parle d'insuffisance rénale, on se heurte à d'autres personnes, entre guillemets, qui ont aussi dans leur entourage soit un cousin, soit donc un parent ou un ami qui est aussi touché par cette maladie très grave. Alors il faut de l'argent bien sûr pour soigner ces problèmes d'insuffisance rénale. Une chose, vous avez réalisé un film, dites-nous quelques mots au sujet de la diffusion aussi prochaine peut-être des images que vous avez réalisées au cours de ce périple. Voilà, alors World Riders est une série télévisée, c'est devenu une série télévisée qui a été vendue au travers de 33 pays qui sont d'Asie-Pacifique. Et puis en France, nous sommes en phase finale donc d'acquisition avec une chaîne française, bien sûr, qui donc présentera notre série télévisée, le périple de deux hommes, deux copains, qui vont faire le tour du monde en moto pour créer des messages de prévention et aussi une plateforme médicale qui s'appelle le Réseau international du Rhin. Merci beaucoup. En tous les cas, on en reparlera bien évidemment, Stéphane, de ce réseau international du Rhin que vous allez développer dans les années à venir. C'est très très important, bien sûr, pour le futur. Merci beaucoup en tous les cas, Stéphane. Merci. On va se rendre en Chartreuse maintenant, où vient de se terminer une vaste opération de réintroduction de bouquetins. Après 15 animaux l'an dernier, eh bien 15 nouveaux bouquetins les ont rejoints cette année. Ils venaient du parc naturel de Vanoise. Ils ont été donc lâchés en Chartreuse. Regardez ce reportage de Jordan Guéant et Vincent Abran.
Jérôme les observe, mais ce matin-là, les bouquetins sont descendus très bas dans la vallée. Pour les gardiens du parc, la matinée s'annonce plutôt bien. Dans la Harde, ils doivent choisir et endormir un premier mâle, âgé de 6 à 8 ans. Alex, pour Jérôme, tu me fais signe quand tu démarres et quand vous avez arrêté votre choix. 9h, Alexandre part à la rencontre des animaux. Il va s'en approcher, déterminer leur âge à la taille de leurs cornes et peut-être tirer une fléchette anesthésiante.